Chapitre 2. Théorie générale des contrats administratifs. L'administration contracte avec des entreprises, des citoyens, etc. On a affaire à une multitude de contrats qui dépassent la distinction avec le contrat de droit privé. Afin de qualifier le contrat, il est possible de se référer au texte, mais lorsque cela est impossible, c'est le juge qui va déterminer s'il s'agit d'un contrat administratif ou non. L'administration, lorsqu'il décide de recourir au procédé contractuel, il a souvent le loisir d'opter pour l'utilisation du cadre juridique qui lui a offert le Dahir sur les obligations et les contrats, le DOC, ou se placer sous le régime juridique spécial de droit administratif. Dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cadre de DOC, et il se situe en principe sur le même pied d'égalité avec son contractant, parce qu'il s'agit ici de contracter un contrat de droit privé. Dans le second, il bénéficie de privilèges justifiés par l'intérêt général qu'il est supposé réaliser à travers la conclusion de contrat. Et dans ce cas, il s'agit de contrat administratif. La distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé a des implications au niveau du régime juridique et également de contentieux applicables. Le contrat administratif relève des règles spéciales du droit administratif et de la compétence du juge administratif, statuant en matière administrative. Le contrat de droit commun est régi par le droit privé et relève de la compétence du juge, statuant en matière ordinaire. Cette distinction a été avalisée au Maroc par la jurisprudence et la pratique administrative. Bien que l'article 8 du Dahir de 12 août 1913, qui est abrogé aujourd'hui, laissait déduire l'inexistence du contrat de droit privé de l'administration. C'est-à-dire que l'administration ne peut contracter que des contrats administratifs, comme il a précisé le Dahir de 1913 dans son article 8. Donc l'existence d'une dualité de contrats prise par l'administration repose sur des critères qu'il faut dégager. On va dégager des critères qui distinguent le contrat administratif du contrat de droit privé. Et on va par la suite parler d'un ensemble ou bien des types de contrats administratifs dans le petit 2. Distinction, grande B, distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé. Premièrement, les critères de contrat administratif. Pour être qualifié de contrat administratif, les conventions signées doivent répondre à une première condition systématique. Il faut qu'au moins une de deux parties contractantes soit une personne publique. Un contrat conclu entre deux personnes privées est toujours considéré comme un contrat de droit privé. Inversement, les contrats conclus entre deux personnes publiques sont présumés revêtir un caractère administratif s'il s'agit cependant d'une présomption simple qu'il peut être renversé. Mais excepté cette présomption, il ne suffit pas qu'une personne publique ait signé le contrat pour qu'il devienne un contrat administratif. Le contrat doit répondre au moins à l'un des critères suivants. Tout d'abord, le contrat est administratif s'il a pour objet de faire participer le contractant de l'administration à un service public. Donc l'objectif ici, c'est la réalisation de l'intérêt général, qui est la gestion du service public. Ensuite, un contrat sera également qualifié de contrat administratif s'il renferme des clauses exorbitantes de droit commun, c'est-à-dire des stipulations ayant pour objet de conférer aux parties des droits et des obligations étrangers pour leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales. Enfin, certains contrats seront aussi considérés comme des contrats administratifs de fait que leur régime est exorbitant et dérogatoire du droit commun. Outre ces trois critères identifiés par la jurisprudence, certains contrats sont administratifs par détermination de la loi. Tel est le cas des contrats comportant occupation de domaine public, des marchés des travaux publics ou encore des emprunts consentis par l'État. 2.
diversité de contrats administratifs. Les administrations peuvent conclure différentes sortes de contrats administratifs. Bon, cette diversité de contrats dépend une grande partie de leur objet. On distingue le contrat administratif dans le cadre des marchés publics, dans le cadre de contrats de délégation de services publics, et dans ce cadre de contrat de délégation de services, je donne un exemple de la concession. La concession de services publics qui a pour objet de confier au concessionnaire l'exploitation de services publics à ses risques et périls. Et le concessionnaire se rémunère sur les usagers qui doivent acquitter des redevances pour profiter de la prestation de services, mais pour les marchés publics sont des contrats passés dans des conditions de code des marchés publics par l'État, bien sûr, en vue de réaliser des travaux publics ou bien la fourniture de services, fourniture et services, c'est-à-dire que Section 2, la conclusion des contrats administratifs. L'administration contracte plusieurs contrats, qu'ils soient dans le cadre de droit commun ou dans le cadre de droit public, mais le contrat le plus important, c'est le contrat administratif, je parle de contrat administratif, c'est les marchés publics, qui sont gérés par un décret du 4 avril 2013, et qui détermine exactement la forme du contrat, les modes de passation financiers et tous les qui concernent bien sûr les marchés publics. Sous section 1, la capacité de conclure. Le contrat administratif est un accord de volonté. Les parties qui le concluent doivent être juridiquement habilitées à le faire. En ce qui concerne l'administration, la capacité de conclure un contrat administratif appartient aux autorités administratives qui agissent au nom de personnes publiques déterminées. C'est le cas pour l'État, c'est le ministre qui est l'ordonnateur ou bien sûr son délégué. Pour les collectivités locales, les autorités compétentes pour conclure le contrat, les autorités exécutives de délibération, le conseil des collectivités, président pour la région, le président pour la préfecture et la province et le président de conseil communal pour la commune. Pour les établissements publics, c'est le directeur qui est compétent pour conclure le contrat administratif. Sous section 2, la forme et le contenu des contrats. En principe, et notamment pour les marchés publics, les contrats administratifs se présentent sous une forme écrite. Quant à leur contenu, les contrats administratifs sont constitués des clauses relatives à l'objet et au prix, ainsi que des cahiers des charges établis par l'administration qui fixent les conditions d'exécution de contrat. Pour les marchés publics, 3 types de cahiers de charges sont prévus par le décret du 4 avril 2013. Les cahiers des clauses administratives générales applicables à tous les marchés de travaux, fournitures et services, ou à une catégorie particulière de ces marchés. Cahier des prescriptions communes fixant les dispositions techniques applicables à tous les marchés de même nature ou à tous les marchés passés par un même département ministériel. Les cahiers de prescriptions spéciales fixant les clauses propres à chaque marché. La procédure de conclusion des marchés publics. Sous section 3, les procédures de conclusion des marchés publics. Grand A, l'appel d'offres. L'appel d'offres, ou bien la procédure d'appel d'offres va débuter par un avis d'appel public à la concurrence. Il existe un appel d'offres ouvert et un appel d'offres restreint, pris en compte des offres présélectionnées. Le choix se fait sur le mieux-disant, ce que signifie que le candidat est considéré comme tel s'il réunit un certain nombre de qualités définies à l'avance. Il y a d'autres appels d'offres qui dictent avec présélection, lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres après avis d'une commission d'admission, les candidats présentant des capacités suffisantes
notamment au point de vue technique et financier. B. Le concours. Un marché peut être passé sur concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours est organisé sur la base d'un programme établi par l'administration concernée et comporte un appel public à la concurrence. Les projets les mieux classés par un jury de concours sans prime, il reste la propriété du maître d'ouvrage. C'est la négociation, c'est-à-dire une procédure négociée. Cette procédure, il concerne des marchés publics, soit en raison de secrets qu'il exige, soit en raison de leur caractère technique spécifique. La personne publique va négocier des conditions du marché avec un choix libre quant au co-contractant, mais doit tout de même mettre en concurrence le marché. Les marchés négociés doivent être soumis dans toute la mesure de possible à la publicité préalable et à la concurrence, comme on a déjà fait. Les cas de recours au marché négocié sont fixés de manière limitative. À titre d'exemple, l'urgence impérieuse, les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique, l'objet dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention. Il faut signaler, pour conclure, que même régulièrement passés, les marchés publics ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente. Section 3. L'exécution des contrats administratifs. La relation contractuelle doit être loyale. Celui qui contracte avec l'administration bénéficie d'un certain nombre de droits. Dans ce cas, il convient d'ajouter que le régime de l'exécution de contrats administratifs se distingue de celui de contrat de droit privé. Tout simplement parce que le régime de contrat de droit administratif est marqué par l'importance des prérogatives de l'administration qu'il détient. Et le contractant a également des droits, mais également il est soumis à des obligations. Sous-section 1, les prérogatives de l'administration. Ce sont des prérogatives existant sans qu'il soit nécessaire de les prévoir dans le contrat. Grand 1, le pouvoir de direction et de contrôle. L'administration demeure responsable de services publics. C'est à cet égard qu'il dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle, qui va lui permettre de suivre l'exécution de contrats. Dans certains cas, ce pouvoir permet à l'autorité administrative d'exiger des prestations en contrepartie d'une rémunération supplémentaire. Grand B, le pouvoir de sanction. Pour infliger une sanction, il faut un manquement du co-contractant de l'administration à ses obligations. Ils sont infligés par l'administration sous le contrôle de juges. Et il faut, au préalable, que l'administration met en demeure son co-contractant d'exécuter ses obligations. Dès lors, une possibilité de dialogue reste ouverte entre les co-contractants. Ce peuvent être des sanctions pécuniaires ou des sanctions coercitives ayant pour but d'assurer l'exécution du contrat. Dans ce dernier cas de figure, l'administration peut décider de se substituer au co-contractant pour exécuter le contrat, ou peut éventuellement décider de lui substituer un tiers. Il existe plusieurs sanctions coercitives possibles: la mise en régie pour les marchés des travaux publics, la mise sous séquestre dans le cadre de la dépossession, etc. Enfin, à titre de sanction, l'administration peut résilier unilatéralement le contrat en cas de faute grave du co-contractant. Cette résiliation peut éventuellement être prononcée par le juge. Par ailleurs, toute sanction doit être motivée. C'est
le pouvoir de modification unilatérale. Il s'agit d'un pouvoir très important au regard de la logique contractuelle. En dehors des cas où les résiliations de contrat est prononcée à titre de sanction, l'administration dispose le pouvoir de résilier le contrat, non pas en raison d'une faute grave du co-contractant, mais dans l'intérêt du service, c'est-à-dire pour les motifs d'intérêt général. Les co-contractants n'ayant pas commis de faute, ils doivent être indemnisés. Les sanctions prononcées par l'administration ne sont pas susceptibles d'annulation judiciaire. Ils ne peuvent que donner aux co-contractants les droits de dommages-intérêts lorsqu'ils ne sont pas justifiés. Les sous-sections 2, les obligations et les droits du contractant. Les obligations du contractant. La principale obligation de contractant est de s'acquitter des obligations qui résultent de contrat, sauf cas de force majeure, au fait de l'administration mettant le co-contractant dans l'impossibilité d'exécuter le contrat. Celui-ci encourt diverses sanctions et engage sa responsabilité. Il faut surtout souligner que si l'administration commet une faute à son égard, il ne peut refuser d'exécuter le contrat, mais seulement saisir le juge compétent. Une autre obligation évidente également, qui consiste en ce que le co-contractant est tenu d'exécuter personnellement le contrat, ce qui ne l'empêche de recourir à la sous-traitance pour ce faire dans les conditions prévues par la réglementation. Les droits de contractant, grand B. Le contractant a droit au paiement des prix en règlement des prestations effectuées. Les prix est calculé et versé de différentes façons qui peuvent être prévues par le contrat. Des modalités de révision des prix sont applicables pour le contrat pour les contrats qui s'exécutent sur une longue durée. Je signale ici l'arrêté du Premier ministre de juillet 1999 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux de fourniture de services passés pour le compte de l'État. En second lieu, en matière des marchés de travaux, le co-contracteur peut se heurter à des différentes difficultés matérielles non prévues et qui ont pour conséquence d'accroître ses charges financières, les poches d'eau, les sols instables, etc. Dans ces conditions, le co-contractant a droit à des indemnités pour sujétion imprévue. Même en cas de silence de contrat, le co-contractant doit être endommagé et les prix doivent être révisés. Sous section 3, on va voir les garanties financières du co-contractant. En contrepartie des prestations fournies par le co-contractant, ce dernier a le droit à une rémunération. Dans certains cas, il va pouvoir obtenir des indemnités qui sont la contrepartie d'un certain nombre de pouvoirs reconnus à l'administration. Cela s'impose pour des raisons d'équité, mais également en vertu de l'idée selon laquelle l'administration fait de son co-contractant un véritable partenaire avec lequel il doit se comporter loyalement. La continuité de service impose que le contrat puisse être exécuté quand même si surviennent des événements extérieurs. La jurisprudence a posé certaines règles de nature à rétablir cet équilibre à travers deux théories. La théorie de fait de prince. Dans l'hypothèse où l'administration a commis une faute en mettant en œuvre ses prérogatives, lorsqu'il impose une modification unilatérale des modalités de contrat sans commettre une faute, lorsqu'il procède à une résiliation unilatérale dans l'intérêt général, ou enfin lorsqu'il prend en une mesure aggravant la situation du co-contractant sans altérer directement le contrat. L'administration exerce une compétence étrangère
à sa qualité de partie au contrat, ayant des conséquences sur l'exécution du contrat. Le co-contractant a droit à une indemnisation intégrale des mesures adoptées. La théorie du fait du prince, cette théorie trouve à s'appliquer lorsqu'une mesure édictée par l'autorité administrative contractante a pour conséquence de rendre plus difficile ou plus onéreuse l'exécution d'un contrat administratif. Grand B, la théorie de l'imprévision. Cette théorie fameuse est l'une des constructions les plus originelles du droit administratif. Il consiste à prendre en considération les évolutions en cas de circonstances imprévisibles afin d'assurer la continuité du service public. Il prend en compte les aléas économiques. Il s'agit dans cette hypothèse-là où l'on va reconnaître un droit à l'indemnité pour un tout fait extérieur aux parties. Cette éventualité est une construction jurisprudentielle dans laquelle les conditions d'exécution du contrat sont modifiées par des données extérieures aux parties qui vont prendre l'exécution plus onéreuse. Les conséquences qui en résultent ne doivent pas nécessairement rester à la charge de co-contractants. Le juge a estimé que la ruine de co-contractants compromettrait ou bien la nécessaire continuité de la satisfaction de l'intérêt général. Cette théorie a été consacrée au début en raison du principe de continuité de service public, et notamment dans le cas des contrats de concession. Il a été étendu ensuite pour le même motif aux importants marchés des travaux publics de fourniture. Précisons les conditions d'application de la théorie. Il faut dire que l'état d'imprévision doit résulter d'un événement qui était imprévisible au moment de la conclusion de contrat, qu'il doit en résulter un véritable bouleversement de l'économie de contrat, que le fait imprévisible doit être étranger aux parties. La conséquence est que le co-contractant est en droit d'obtenir une indemnité, soit à l'amiable, soit par la voie judiciaire, mais qui n'est pas intégrale, 90 à 95% des charges supplémentaires. Enfin, si la situation d'imprévision persiste, il est considéré comme un cas de force majeure, mettant le co-contractant dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements, et il peut entraîner la résiliation de contrat à l'initiative de l'une des deux parties, et c'est une solution qui a été consacrée par le Conseil d'État 9 décembre 1932 sur l'affaire tramway de Sherbrooke. Section 3. La responsabilité contractuelle. L'exécution de contrats administratifs peut engendrer deux types de responsabilités. L'une dite de droit commun, l'autre spéciale. Sous section 1, la responsabilité de droit commun. Les principales caractéristiques de la responsabilité contractuelle de droit commun sont les suivantes. C'est une responsabilité, bien pour faute simple, le manquement de l'une des parties à l'une de ses obligations contractuelles, mauvaise exécution ou bien une exécution entraîne sa responsabilité envers l'autre partie et il doit l'indemniser. Deuxième, la responsabilité contractuelle prévue sur la responsabilité extra-contractuelle. Lorsqu'il y a un contrat, seule la responsabilité tirée de ce contrat peut être invoquée. L'une des parties contractantes ne peut se prévaloir d'un autre régime de responsabilité qui lui serait plus favorable. C'est la responsabilité également sans faute. Sous section 2, la responsabilité décennale des constructeurs. Il s'agit d'une règle qui entraîne la responsabilité post-contractuelle des constructeurs relie n'est ouverte qu'après l'achèvement du contrat, et la jurisprudence ne la considère pas comme étant une responsabilité contractuelle. Les constructeurs ne peuvent s'y soustraire en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute. Le fondement juridique de la responsabilité issue de la garantie décennale est différent de celui de la responsabilité contractuelle. C'est une règle empruntée de droit civil, l'article 769 Tahir, formant le code des obligations et des contrats. Il résulte que l'administration contractante est garantie pendant
un délai de 10 ans par les architectes, les entrepreneurs avec lesquels il a contracté, comme l'écroulement total ou partiel de l'édifice ou lorsque celui-ci présente un danger évident de s'écrouler par défaut de matériaux, par le vice de la construction ou par le vice de sol. Le délai de 10 ans court à partir de la date de la réception des travaux.